4 juin 1943, rue de la Gare, Mexia, Texas. Le crayon tremblait légèrement alors qu'une Affizia Werer-Burkhardt écrivait dans son journal caché, enregistrant des mots qui lui auraient valu l'isolement cellulaire s'ils avaient été découverts par ses propres officiers. Les Américains doivent nous mentir. Aucune nation ne pourrait posséder une telle abondance tout en menant une guerre sur 2 fronts. Par la fenêtre du train, il venait de voir quelque chose qui contredisait 3 ans de propagande nazie. Des lumières électriques brillaient de chaque ferme, chaque coin de rue, chaque vitrine. Une constellation sans fin d'électricité s'étendant à travers les plaines du Texas à 22 heures. En Allemagne, les règlements de blackout avaient plongé le Reich dans l'obscurité depuis 1940. Même avant la guerre, l'électrification rurale atteignait à peine 20% des fermes allemandes. Pourtant, ici, dans ce que la propagande nazie avait décrit comme une Amérique décadente et effondrée, l'électricité coulait comme de l'eau. 1850 vétérans de l'Africa Korps de Rommel descendirent du train de voyageurs. Non pas des wagons à bestiaux, ni des wagons de marchandises, mais des voitures Pullman rembourrées avec services de restauration et couchettes. La population entière de Mexia s'était rassemblée pour assister à leur arrivée. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que ce moment déclencherait la transformation psychologique la plus profonde de l'histoire moderne des prisonniers de guerre, une démolition systématique de l'idéologie nazie par la simple démonstration de la capacité industrielle américaine. Les calculs de la victoire alliée s'écrivaient non pas dans des plans de bataille, mais dans des statistiques de production qui allaient bientôt briser toutes les hypothèses que ces soldats nourrissaient sur leurs ennemis, leur patrie et leur cause. L'effondrement avait commencé le 13 mai 1943 en Tunisie. Le général Jürgen von Arnim, le remplaçant de Rommel, s'était rendu avec environ 250 000 à 275 000 soldats allemands et italiens. Les chiffres variaient alors que des unités dispersées continuaient de se rendre sur plusieurs jours. Les combattants du désert les plus expérimentés de la Wehrmacht, des hommes qui avaient repoussé les Britanniques jusqu'en Égypte, qui avaient gagné le respect contraint de Montgomery lui-même, étaient soudainement des prisonniers. Parmi eux se trouvait Edman Friedrich Radka, titulaire de la Croix de fer de première classe, vétéran de la campagne de France, blessé 2 fois en Afrique du Nord. Son journal, découvert des décennies plus tard aux archives nationales, fournirait aux historiens le compte-rendu le plus détaillé de l'impact psychologique de la captivité américaine sur les soldats allemands. Le voyage de la défaite à la révélation commença dans le port d'Oran, en Algérie. Alors que Radke et 30 000 autres prisonniers de guerre attendaient dans des camps de fortune les navires de transport, l'efficacité américaine commençait déjà à fissurer leurs préconceptions. L'armée américaine traitait des milliers de prisonniers quotidiennement avec une précision organisationnelle qui dépassait tout ce que la Wehrmacht avait accompli, même à son apogée. Cartes d'identité photographiées et classées. Examens médicaux effectués, inoculations administrées, droit de la Convention de Genève expliqué en allemand, fluent par des officiers américains qui avaient été spécialement formés pour ce moment. Mais le premier vrai choc survint avec la nourriture. L'Obergefreiter Hans Müher, capturé avec la 21e division Panzer, écrivit à sa mère 8 mois plus tard, « Dans l'enclos à Oran, alors que nous attendions les navires, les Américains nous ont mieux nourris que nous ne l'avions été en 6 mois de guerre dans le désert. Du pain blanc, du vrai café, de la viande 2 fois par jour. Nous pensions que c'était de la propagande, qu'ils essayaient de nous impressionner. Nous ne réalisions pas que c'était leur ration militaire standard. Les Liberty Ships, qui devaient les transporter à travers l'Atlantique, étaient eux-mêmes des monuments à la capacité industrielle américaine. Le SS Robert E. Peary avait été construit en 4 jours, 15 heures et 29 minutes au chantier naval Kaiser de Richmond, en Californie. Un fait qui aurait été rejeté comme de la propagande impossible si les Allemands l'avaient su. Ces navires, produits à un rythme de 3 par jour au pic de la production, revenaient après avoir livré des fournitures au théâtre européen. Plutôt que de revenir à vide, ils transportaient une cargaison humaine jusqu'à 30 000 prisonniers de guerre par mois à l'été 1943. La traversée de l'Atlantique de 2 semaines en juillet 1944 constitua la 2e phase de la démolition psychologique. Le Feldwebel Kurt Zimmermann de la 90e division légère
tint un compte-rendu détaillé qui survécut dans des lettres à sa famille après sa répatriation. L'équipage du navire, nota-t-il, jetait plus de déchets alimentaires chaque jour que ce que sa compagnie entière avait reçu en rations hebdomadaires durant les derniers mois en Afrique. Les marins américains jetaient des steaks à moitié mangés, des pains entiers, des gallons de lait restés trop longtemps, écrivit Zimmerman. Ils faisaient cela ouvertement, sans y penser, non pas pour se moquer de nous, mais parce que pour eux, ce gaspillage ne signifiait rien. Leur approvisionnement était illimité. Les navires eux-mêmes devinrent des salles de classe flottantes sur la puissance américaine. Les prisonniers découvrirent que le vaisseau qui les transportait était l'un des 2710 Liberty Ships qui seraient construits durant la guerre. Chacun nécessitant 250 000 pièces assemblées à partir de composants manufacturés dans 32 États. Les moteurs, apprirent-ils auprès de gardes américains bavards, étaient construits dans 3 usines séparées, chacune produisant des cylindres de 900 chevaux vapeur qui étaient ensuite assemblés dans des ports qui existaient à peine 2 ans plus tôt. Le lieutenant-colonel Wilhelm von Stobern, dont la famille aristocratique prussienne avait servi dans toutes les guerres allemandes depuis Frédéric le Grand, écrira plus tard dans ses mémoires « Alors que notre navire approchait de la côte américaine, j'observais l'antenne radar tourner au-dessus de la passerelle. Cette technologie, dont nous croyions que seuls nous, et peut-être les Britanniques, disposions en quantité limitée, était un équipement standard sur un cargo. C'est alors que j'ai soupçonné pour la première fois que l'Allemagne avait déjà perdu la guerre. » Le 2 août 1943, base navale de Norfolk, Virginie. La première vision de l'Amérique pulvérisa les derniers vestiges de la propagande nazie sur la faiblesse industrielle américaine. La base de Norfolk s'étalait sur 4300 acres, ses quais s'étirant sur des kilomètres, ses grues chargeant et déchargeant des dizaines de navires simultanément. En une seule journée, ce seul port traitait plus de tonnage que l'ensemble du port allemand de Hambourg en une semaine. Le Gefreiter Johann Weber, un ouvrier d'usine de la Ruhr avant sa conscription, compta 47 cargos à divers stades de chargement ou de déchargement. Chaque grue, nota-t-il dans son journal secret, soulevait des charges qui auraient nécessité une douzaine d'hommes et de chevaux en Allemagne. Elle bougeait avec la puissance électrique, fluidement, continuellement, sans la fumée de charbon qui étouffait nos villes industrielles. Les prisonniers furent formés en colonne pour la marche vers les trains qui les attendaient. Le long du parcours, ils passèrent devant des parkings remplis d'automobiles civiles, des centaines d'entre elles appartenant à des dockers. En Allemagne, la possession d'une automobile privée restait un privilège des riches et de l'élite du parti. La Volkswagen, promise au peuple allemand depuis 1934, restait un rêve de propagande avec moins de 1000 exemplaires jamais livrés à des civils. Ici, des ouvriers ordinaires se rendaient au travail dans leur propre voiture. Mais rien ne les avait préparés aux trains eux-mêmes. Non pas des wagons à bestiaux, ni les 40 hommes ou 8 chevaux qui avaient transporté les troupes allemandes à travers l'Europe, mais de véritables voitures de voyageurs. Des voitures Pullman avec des sièges rembourrés qui se convertissaient en couchettes. Des wagons-restaurants avec des nappes blanches et des couverts en argent. Des voitures d'observation avec des fenêtres panoramiques. Edman Radka écrivit « Nous sommes montés à bord comme des touristes, pas comme des prisonniers. » Les gardes américains semblaient presque gênés par le confort. Un sergent s'excusa que la climatisation ne fonctionnait pas correctement dans notre voiture. La climatisation. En août, nous avions cru qu'un tel luxe n'existait que dans le train personnel de Hitler. Le voyage en train de 3 jours de Norfolk vers les camps du Texas et de l'Oklahoma s'avérerait plus destructeur pour l'idéologie nazie qu'aucune défaite militaire. Alors que les trains roulaient à travers la Virginie, les prisonniers pressaient leurs visages contre les fenêtres, témoignant d'une Amérique qui ne pouvait pas exister selon tout ce qu'on leur avait dit. Chaque petite ville brillait de tous ses feux. Martinsville, Danville, Greensboro, des communautés qui, en Allemagne, auraient été chanceuses d'avoir un seul réverbère électrique, affichaient des vitrines illuminées, des enseignes électriques, des maisons avec des lumières allumées dans plusieurs pièces. Les trains passaient devant des usines fonctionnant en équipe de nuit, leurs fenêtres lumineuses, leurs parkings pleins même à minuit. L'auberge Freiter-Mer, dont le père était chef de bloc du parti nazi à Hambourg, écrivit dans une lettre découverte
en 1987. Nous avons traversé des dizaines de villes cette première nuit. Chacune avait plus d'électricité que tout Hambourg. Les gardes nous ont dit que c'était normal, que chaque ville américaine avait l'électricité depuis les années 1920. Je l'ai traité de menteur. Il a simplement haussé les épaules et a dit que nous verrions bien. À Roanoke, en Virginie, le train s'arrêta pour prendre de l'eau et du charbon. Les prisonniers regardèrent les cheminots américains réaliser en 30 minutes ce qui aurait pris 2 heures en Allemagne. Chargeur de charbon automatisé, pompe à eau électrique, système de lubrification mécanisé. Chaque aspect de l'opération démontrait une supériorité technologique. Plus troublante encore était la richesse décontractée des travailleurs eux-mêmes. Ils portaient des bottes en cuir qui auraient coûté 2 mois de salaire à un ouvrier allemand. Ils buvaient du Coca-Cola dans des bouteilles en verre et jetaient les vides dans des poubelles sans y penser. Ils fumaient des cigarettes continuellement, les écrasant à moitié consommées. Le Feldwebel Heinrich Müller, un ingénieur électricien chez Siemens avant la guerre, calcula que la seule gare de triage où il s'était arrêté utilisait plus d'électricité en 1 heure que son quartier entier à Berlin n'en utilisait en 1 journée. Le gaspillage était magnifique, écrivit-il. Il laissait les lumières allumées dans des bâtiments vides. Des ventilateurs électriques tournaient dans des pièces vacantes. C'était l'insouciance de la ressource infinie. Alors que les trains entraient au Tennessee et au Kentucky, les prisonniers rencontrèrent la puissance industrielle américaine dans toute son ampleur. Par les fenêtres, ils regardèrent d'innombrables usines, chacune plus grande que ce que la plupart avaient vu en Allemagne. L'usine d'aluminium Alcoa dans le Tennessee s'étirait sur 5 kilomètres le long de la rivière, ses fours électriques consommant 175 000 kilowatts d'électricité, plus que la ville entière de Munich. Près de Louisville, les trains ralentirent en passant devant le complexe de Rubbertown, où des usines de caoutchouc synthétique avaient surgi de champs vides en seulement 18 mois. 4 installations massives, employant chacune des milliers d'ouvriers, produisant 800 000 tonnes de caoutchouc synthétique annuellement. L'Allemagne, bien qu'ayant inventé le procédé, n'avait jamais réussi à produire plus de 120 000 tonnes durant sa meilleure année. L'Oberleutnant Erich Hoffmann, un chimiste de chez E.J. Farben, comprit immédiatement les implications. Dans une interview d'après-guerre, il se souvint « Je connaissais ces usines. Je pouvais voir les colonnes de distillation, les craqueurs catalytiques. Chaque installation était plus avancée que tout ce que nous avions construit. Et il y en avait 4, rien qu'à cet endroit. Ils nous dirent qu'il y en avait des dizaines d'autres à travers le pays. » Les trains passèrent devant l'usine Ford de Willow Run, à l'extérieur de Détroit, visible à des kilomètres. Cette seule usine, construite en seulement 9 mois, produisait un bombardier B-24 Liberator toutes les 63 minutes. Au pic de production, 42 000 ouvriers assemblaient des bombardiers à partir de 1 550 000 pièces manufacturées par 1500 sous-traitants. L'usine consommait 2,5 millions de pieds carrés d'espace au sol et utilisait plus d'électricité que la ville allemande entière de Cologne. L'unterofficier Verly, un pilote de la Luftwaffe abattu au-dessus de la Tunisie, pressa son visage contre la fenêtre lors du passage. Il compta 17 B-24 à divers stades d'achèvement visibles depuis le train. On nous avait dit que les avions américains étaient inférieurs, construits à la hâte, qu'ils se disloqueraient au combat. Mais je pouvais voir la précision des chaînes de montage, la qualité de la construction. Ce n'étaient pas des appareils inférieurs. Ils étaient simplement construits plus vite que nous ne pouvions l'imaginer. Plus les trains pénétraient au cœur de l'Amérique, plus la destruction de la mythologie nazie devenait complète. À Saint-Louis, ils traversèrent le fleuve Mississippi sur le Eads Bridge, tandis qu'en dessous d'eux, des barges transportaient plus de céréales que la récolte allemande entière de 1942. Les prisonniers pouvaient voir des silos à grains s'étirant le long des 2 rives, chacun contenant assez de blé pour nourrir une ville allemande pendant des mois. L'Obergefreiter Karl Schmidt, fils de fermier de Bavière, écrivit dans son journal « Les Américains transportent de la nourriture comme nous, transportons des munitions, en quantités infinies, sans se soucier des pertes. J'ai regardé le chargement d'une seule barge, avec assez de blé pour nourrir mon village entier pendant 5 ans. L'opérateur de la grue mangeait un sandwich avec de la viande plus épaisse que notre ration hebdomadaire.
À Kansas City, le train s'arrêta dans un immense parc d'engraissement où des dizaines de milliers de bêtes attendaient l'abattage. L'odeur des abattoirs emplissait l'air sur des kilomètres. Les prisonniers de guerre allemands, qui avaient subsisté avec 200 grammes de viande par semaine en Afrique quand ils avaient de la chance, regardaient des ouvriers américains manger des sandwichs au bœuf durant leur pause déjeuner. Ils mangeaient de la viande comme nous mangions du pain, écrivit le Jeffreiter Paul Fischer. Non, ce n'est pas ça. Ils mangeaient de la viande comme nous aurions souhaité pouvoir manger du pain. Le garde nous a acheté des hamburgers à un stand près de la gare. De la viande, du fromage, des légumes sur du pain blanc pour 15 cents. Il en a acheté 20 sans réfléchir, à payer avec un seul billet d'$1. Ce n'était pas spécial. C'était leur nourriture normale. L'arrivée dans les camps eux-mêmes fournit le niveau suivant de démolition cognitive. Camp Hearn, Texas, construit en seulement 4 mois, hébergeait entre 3000 et 4800 prisonniers, dans des conditions qui dépassaient ce que la plupart avaient connu en tant que civils. Des baraquements en bois avec lumières électriques, toilettes à chasse d'eau, douches chaudes et chauffage à vapeur. Chaque bâtiment construit avec plus de bois que n'en possédaient des villages allemands entiers. L'hôpital du camp stupéfia le personnel médical parmi les prisonniers. L'Oberstabsarzt, médecin-chef, Dr Friedrich Bauer, chirurgien en chef de la 164e division légère, se retrouva dans un établissement mieux équipé que la plupart des hôpitaux civils allemands. Machines à rayons X, équipement chirurgical, fournitures pharmaceutiques qui étaient indisponibles en Allemagne depuis 1941. Le tout des provisions standards pour des prisonniers ennemis. Ils avaient de la pénicilline, témoignera plus tard le docteur Bauer, ce médicament miracle dont nous n'avions entendu que des rumeurs. Ils l'utilisaient librement, même sur des prisonniers avec des infections mineures. Des soldats allemands mouraient par manque de médicaments basiques au soufre et les Américains nous donnaient leurs médicaments les plus avancés sans hésitation. La cuisine du camp devint une autre salle de classe sur la prospérité américaine. Les prisonniers assignés aux tâches culinaires découvrirent des réfrigérateurs marchands, des batteurs électriques, des lave-vaisselle automatisés et des cuisinières à gaz qui pouvaient préparer des repas pour 5000 hommes. La ration quotidienne incluait du lait frais, des œufs, de la viande, des légumes et du pain blanc, des quantités que les civils allemands n'avaient pas vues depuis 1939. Le Feldwebel Otto Krebs, un ancien chef hôtelier de Munich, écrivit « Aujourd'hui, nous avons jeté plus de nourriture que ma famille n'en a vu en 3 ans. Pas de la nourriture avariée, simplement de l'excédent. Les règlements américains exigent que nous préparions 10% de plus que nécessaire pour s'assurer que chaque prisonnier reçoive des rations complètes. Le surplus est jeté. J'ai pleuré en jetant du pain parfaitement bon à la poubelle. » Début septembre 1943, la pénurie de main-d'œuvre dans l'agriculture américaine conduisit à l'emploi de prisonniers de guerre dans les champs et les usines à travers le pays. Cette décision, dictée par la nécessité, s'avérerait plus destructive pour l'idéologie nazie qu'aucun programme de propagande n'aurait pu l'atteindre. Des groupes de prisonniers étaient transportés quotidiennement vers les sites de travail, voyageant à travers le cœur de l'Amérique sans bandeau sur les yeux ni itinéraire restreint. Ils virent tout. Les champs infinis de maïs et de blé, les usines fonctionnant sur 3 équipes, les magasins pleins de marchandises, les parkings pleins de voitures, les maisons avec réfrigérateurs et radio. Dans une usine d'égrenage de coton près de Houston, l'Obergefreiter Herbert Lang regarda une seule machine traiter plus de coton en 1 heure que son village entier n'aurait pu en traiter en 1 mois en utilisant des méthodes traditionnelles. Les greneuses étaient alimentées par l'électricité de la Colorado River Authority, faisant partie d'un programme d'électrification rurale qui avait apporté l'électricité à 90% des fermes du Texas en 1943. Le fermier qui possédait les greneuses n'était personne de spécial, enregistra Lang. Pas un aristocrate, pas un membre du parti, juste un fermier. Pourtant, il avait l'électricité, l'eau courante, un camion, une voiture et un tracteur. Ces ouvriers, y compris les Noirs, mangeaient leur déjeuner dans des boîtes contenant plus de nourriture que les ouvriers allemands n'en recevaient en 1 semaine. Et c'était normal. Chaque ferme que nous avons croisée était pareille. Au Nebraska, les prisonniers travaillèrent dans des champs de betteraves à sucre, témoignant d'une mécanisation agricole qui défiait la compréhension.
Ils apprirent qu'une seule moissonneuse-batteuse pouvait faire le travail de 100 hommes. Les champs s'étendaient jusqu'à l'horizon, chacun plus grand que des comtés allemands entiers. Les fermiers parlaient avec désinvolture de rendements qui auraient été du domaine du fantasme en Allemagne, 60 boisseaux de blé par acre contre 30 en Allemagne sur les meilleures terres. Le Gefreiter Wilhelm Hoffmann, travaillant dans une ferme près de Scottsbluff, écrivit « Le fils du fermier, un garçon de 16 ans, conduisait un tracteur valant plus que tout ce que mon père n'avait gagné dans sa vie. » Quand j'ai mentionné cela, le garçon a ri et a dit que ce n'était même pas un très bon tracteur. Son père attendait un nouveau modèle de John Deere qui serait encore meilleur. Les révélations les plus dévastatrices vinrent pour ces prisonniers qui travaillèrent près ou dans des usines américaines. Bien que les règles de la Convention de Genève interdisent le travail direct dans la production de guerre, les prisonniers de guerre pouvaient travailler dans des industries qui libéraient des ouvriers américains pour la production militaire. Cette subtilité permit à des milliers de prisonniers allemands de témoigner directement de la capacité industrielle américaine. Dans une usine Campbell Soup dans le New Jersey, les prisonniers regardèrent des lignes de production qui traitaient plus de tomates en une seule journée que la plupart des usines allemandes n'en traitaient en un mois. L'installation fonctionnait avec un effectif réduit de femmes et d'hommes âgés, la plupart des jeunes travailleurs étant sous les drapeaux. Pourtant, la production dépassait les niveaux d'avant-guerre. Le Stabsfeldwebel Ernst Wagner, qui avait travaillé dans une usine de transformation alimentaire allemande avant la guerre, documenta l'expérience. Tout était automatisé, des tapis roulants électriques, des machines de remplissage automatique, des cuiseurs à vapeur qui traitaient des centaines de boîtes simultanément. Une femme âgée surveillait des commandes qui géraient ce qui aurait nécessité 50 ouvriers en Allemagne. Elle faisait cela en écoutant la radio et en buvant du café. Près de Détroit, des prisonniers déchargeant du charbon dans une centrale électrique entrevaient la conversion de l'industrie automobile à la production de guerre. Le complexe de River-Rouge, visible de l'autre côté de l'eau, employait 100 000 ouvriers produisant des jeeps, des moteurs d'avion et des chars. L'usine consommait 1,5 million de kilowatts d'électricité quotidiennement, plus que la ville entière de Hambourg. Nous pouvions voir les parkings, écrivit l'Obergefreiter Franz Kellner. Des milliers de voitures appartenant à des ouvriers. Des ouvriers. En Allemagne, même nos officiers possédaient rarement des voitures. Ici, les ouvriers d'usine se rendaient au travail en voiture. Le garde nous a dit que beaucoup d'ouvriers possédaient 2 voitures, une pour le travail, une pour la famille. Nous avons pensé qu'ils se moquaient de nous. À l'hiver 1943, l'impact cumulatif de ces observations produisait ce que les officiers du renseignement américain appelèrent le syndrome d'effondrement idéologique parmi les prisonniers. La division des projets de spéciaux, le programme secret de rééducation dirigé par le bureau du provost marshal général, documenta un nombre croissant de prisonniers demandant l'accès à des journaux, livres et matériels éducatifs américains. Le major Paul Noland, un membre de l'équipe de surveillance, rapporta en décembre 1943. Les prisonniers ne discutent plus quand on leur montre les statistiques de production. Ils en ont trop vu. Les nazis les plus fanatiques sont devenus silencieux. Ils maintiennent toujours une loyauté envers l'Allemagne, mais ne parlent plus de victoire. Beaucoup remettent ouvertement en question ce qu'on leur a dit sur l'Amérique. Les journaux de camp produits par les prisonniers eux-mêmes commencèrent à refléter cette transformation. Die Fackel, la torche, publiée à Fort Kearney, Rhode Island, passa graduellement d'un nationalisme défiant à des discussions sur la démocratie, les systèmes économiques et la reconstruction d'après-guerre. Les rédacteurs, soigneusement sélectionnés parmi les prisonniers anti-nazis, trouvèrent leur public de plus en plus réceptif. Le lieutenant Hermann Gutz, capturé avec la 10e division Panzer, écrivit dans une lettre qui passa la censure américaine. On nous avait dit que l'Amérique était une nation métissée, faible, divisée, contrôlée par les Juifs, incapable de prouesses militaires. Chaque jour où je suis ici, je vois le contraire. C'est la nation la plus organisée, unifiée et puissante sur Terre. On nous a raconté des contes de fées par des criminels. Le coup le plus dévastateur porté à l'idéologie nazie vint d'une source inattendue, le traitement des prisonniers italiens après la reddition de l'Italie en septembre 1943. Les prisonniers de guerre italiens qui acceptèrent de coopérer furent formés en unités de service italiennes,
bénéficiant de meilleurs quartiers, d'une paye accrue et de plus de liberté. Les prisonniers allemands regardèrent leurs anciens alliés travailler aux côtés des Américains, manger dans des restaurants américains, certains sortant même avec des femmes américaines. Hedman Friedrich Schulz écrivit « Les Italiens nous ont trahis, pourtant ils sont traités mieux que nous ne les traitions en tant qu'alliés. Ils travaillent librement, gagnent de l'argent, envoient des colis à la maison. Les Américains ne leur montrent aucune haine. Cette démocratie qu'on nous a appris à mépriser apparaît plus honorable que notre propre système. » Noël 1943 eut l'impact psychologique le plus profond. Des organisations américaines, des églises et des groupes civiques envoyèrent 500 000 colis de Noël aux prisonniers de guerre allemands. Des ennemis qui, quelques mois plus tôt, essayaient de tuer des soldats américains. Chaque colis contenait des cigarettes, des bonbons, des articles de toilette et des jeux. Les communautés locales invitèrent des prisonniers à des dîners de Noël, bien que les règlements empêchèrent la plupart d'accepter. Au camp Hearne, Texas, la chorale de l'église méthodiste locale interpréta des chants de Noël en allemand pour les prisonniers. Des femmes de Hearne envoyèrent des biscuits et gâteaux faits maison. Les Boy Scouts livrèrent des cartes de Noël artisanales. Cette gentillesse envers les ennemis brisa les derniers vestiges de la théorie raciale nazie. L'Oberleutnant Walter Müller, dont le frère était mort dans le bombardement de Hambourg, écrivit « Ils savent que nous sommes leurs ennemis. Beaucoup ont des fils et des maris qui combattent contre nos armées. Pourtant, ils nous montrent une charité chrétienne, pas de la propagande, mais une bonté authentique. Quel genre de gens traitent ainsi leurs ennemis? Seulement ceux qui sont absolument certains de la victoire et sûrs de leur puissance. » Le festin de Noël lui-même défiait la compréhension. Dinde, jambon, purée de pommes de terre, sauces, légumes, tartes, glaces. Des quantités de nourriture que l'Allemagne n'avait pas vues depuis avant la Première Guerre mondiale. Les prisonniers mangèrent jusqu'à en être malades, incapables de comprendre que de telles ressources soient prodiguées à des ennemis. « Nous avons mangé comme des rois », écrivit le Feldwebel Hansa. « Mieux que ne mangent les généraux allemands, mieux que les dirigeants du parti. » Et ce n'était pas spécial. Les gardes nous ont dit que c'était un dîner de Noël américain normal, que chaque famille américaine mangeait le même repas. S'ils peuvent nourrir des prisonniers ainsi, que doivent manger leurs propres soldats? Début 1944, plus de 40 000 prisonniers allemands étaient inscrits à des programmes éducatifs. Ils étudièrent l'anglais, l'histoire américaine, les mathématiques et les sciences. L'université de Chicago fournit des cours par correspondance. L'université Stanford envoya des professeurs donner des conférences sur la démocratie et l'économie. La soif de connaissances était insatiable. Des prisonniers à qui on avait dit que les Américains étaient des barbares incultes découvrirent des bibliothèques avec des millions de livres, des universités qui accueillaient toutes les classes sociales, une recherche scientifique qui menait le monde. Ils lurent librement des journaux américains comparant de multiples points de vue, chose impossible dans l'Allemagne nazie. L'Unteroffizier, Dr Wilhelm von Braun, un physicien conscrit de l'Institut Kaiser Wilhelm, assista à des conférences sur la physique atomique au camp Shelby. Il écrivit plus tard « Des professeurs américains, y compris des réfugiés juifs d'Allemagne, nous enseignaient sans haine. Ils parlèrent de la science comme universelle, appartenant à toute l'humanité. Ils avaient des années d'avance sur la recherche allemande et ils partageaient la connaissance avec des ennemis. Cette générosité d'esprit était incompréhensible pour des esprits façonnés par l'idéologie nazie. Les théâtres des camps montraient des films américains, pas de la propagande, mais des productions hollywoodiennes régulières. Les prisonniers regardèrent autant en emporte le vent, voyant une représentation de la défaite et de la reconstruction américaine qui résonnait avec leur propre situation. Ils virent les raisins de la colère, stupéfaits que les Américains montrent une telle autocritique à des ennemis. « Ils ne cachent rien », écrivit le lieutenant Joseph Kramer. « Ils montrent leurs problèmes, leurs échecs, leurs conflits. Pourtant, cette honnêteté les rend plus forts, pas plus faibles. En Allemagne, une telle critique signifierait la mort. Ici, elle est considérée comme patriotique. » Le printemps 1944 apporta des programmes de travail pour prisonniers élargis alors que la production américaine atteignait son pic.
Les prisonniers de guerre allemands travaillèrent dans des conserveries, des minoteries et des usines de fabrication, témoignant de la pleine puissance de la capacité industrielle américaine. Les chiffres racontaient une histoire qu'aucune propagande ne pouvait contrer. À l'usine Higgins Boat de la Nouvelle-Orléans, des prisonniers déchargèrent de l'acier qui deviendrait des péniches de débarquement pour le jour J. Ils regardèrent des ouvriers assembler 700 bateaux par mois, chacun nécessitant 20 000 pièces. L'usine employait 20 000 ouvriers, incluant des milliers de femmes qui opéraient des grues, soudèrent des coques et géraient des lignes de production. Le Stabsfeldwebel Kurt Zimmermann écrivit « Des femmes faisant le travail des hommes, des Noirs opérant des machines complexes, des adolescents utilisant des équipements de forage, tout ce qu'on nous avait dit être impossible dans une démocratie. Pourtant, la production ne s'arrêtait jamais. 3 équipes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils produisaient plus de bateaux en un mois que notre marine entière n'en construisait en un an. » Chez Republic Steel dans l'Ohio, les prisonniers furent témoins de la production de 10 000 tonnes d'acier quotidiennement. Les hauts fourneaux fonctionnaient continuellement, alimentés par des trains sans fin de minerais de fer du Minnesota et de charbon de Pennsylvanie. L'échelle défiait la compréhension. L'usine produisait plus d'acier en un mois que l'Allemagne n'en produisait en 6 mois. Le Gefreiter Karl Schmidt, un ingénieur sidérurgique de la Ruhr, écrivit « Ils ont plus d'acier que nous n'avons de terre. Ils le traitent comme s'il s'agissait de sable. Leurs méthodes sont 20 ans en avance sur les nôtres. Leurs ouvriers gagnent plus en une journée que les nôtres en une semaine. Ils mangent de la viande 2 fois par jour. Comment pouvons-nous gagner contre une telle nation ?» Le 6 juin 1944, lorsque les nouvelles du débarquement en Normandie atteignirent les camps, la réaction fut remarquablement calme. Les prisonniers qui avaient été en Amérique pendant des mois ne manifestèrent ni surprise ni déni. Ils avaient vu les preuves de la puissance américaine de leurs propres yeux. Hedman Friedrich Radka écrivit dans son journal « Aujourd'hui, les Alliés ont débarqué en France. Personne ici ne doute du résultat. Nous avons vu les usines, les champs, les chemins de fer. Nous avons mangé leur nourriture, utilisé leur électricité, travaillé dans leurs usines. L'Allemagne ne peut pas gagner. La seule question est de savoir combien de temps cela prendra et combien d'Allemands devront mourir avant que cela ne se termine. » Les gardes américains rapportèrent que les prisonniers allemands semblaient presque soulagés. Les fanatiques nazis qui avaient terrorisé les autres prisonniers se turent. Les discussions tournèrent autour de l'après-guerre, de la reconstruction, de la démocratie. Les prisonniers qui avaient été des officiers de la Wehrmacht commencèrent à discuter de la façon de reconstruire l'Allemagne sur le modèle américain. L'été 1944 vit le programme de rééducation devenir plus formel. Les camps établirent des bibliothèques avec des livres interdits en Allemagne nazie, œuvres d'auteurs juifs, critiques du fascisme, textes sur la démocratie. Les prisonniers lurent avidement. Ils formèrent des groupes de discussion débattant de l'avenir de l'Allemagne. Les officiers du renseignement américain documentèrent le changement dans les lettres des prisonniers à leurs familles en Allemagne. Des lettres qui, bien que censurées par les nazis, contenaient des indices de transformation. Des références à la puissance américaine, des questions sur la démocratie, des espoirs pour un avenir pacifique. Le Feldwebel Ernst von Bauer, dont la famille était une lignée aristocratique prussienne, écrivit à sa femme « Nous avons été trompés, ma chère. L'Amérique n'est pas ce qu'on nous a dit. C'est la nation la plus puissante de l'histoire, mais elle n'est pas barbare. Ils traitent leurs ennemis avec humanité, leurs ouvriers avec dignité. Ils ont résolu des problèmes que nous pensions insolubles. L'électricité pour tous, la nourriture pour tous, l'éducation pour tous. Ce n'est pas la propagande, je l'ai vu de mes propres yeux. Prépare-toi à un monde différent après la guerre. » À l'automne 1944, alors que les armées alliées avançaient en Allemagne, les prisonniers de guerre allemands aux États-Unis commencèrent à recevoir des nouvelles de chez eux. Des lettres décrivant les bombardements, les pénuries, la destruction. La dissonance cognitive devint insoutenable. D'un côté, ils vivaient dans l'abondance américaine. De l'autre, leurs familles souffraient dans une Allemagne en ruine. Cette réalité contrastée brisa définitivement la loyauté envers le régime nazi. L'Obergefreiter Helmut Dressler, qui avait perdu sa famille dans le bombardement de Dresde, écrivit « Nous sommes nourris,
logés, soignés par nos ennemis, tandis que notre propre gouvernement laisse notre peuple mourir de faim dans des caves. Quel genre de régime sacrifie son propre peuple pour une cause perdue? Le 8 mai 1945, lorsque l'Allemagne capitula, il n'y eut pas de révolte dans les camps de prisonniers de guerre américains, pas de désespoir, seulement une acceptation résignée. Les prisonniers qui avaient été aux États-Unis depuis 1943 avaient déjà fait leur deuil de la défaite allemande. Ils avaient vu l'avenir et il était américain. Le programme de rééducation avait produit des résultats remarquables. Des milliers de prisonniers retournèrent en Allemagne, avec une compréhension de la démocratie et une appréciation de la culture américaine qui influencerait la reconstruction de l'Allemagne d'après-guerre. Beaucoup devinrent des leaders dans la nouvelle République fédérale d'Allemagne, appliquant les leçons apprises en captivité. Edmann Friedrich Radka, dont le journal fournit le compte-rendu le plus détaillé de la transformation, écrivit dans son entrée finale « Demain, nous commençons le long voyage de retour vers une Allemagne en ruine. Nous emportons avec nous la connaissance d'un autre mode de vie, la preuve qu'une société peut être à la fois puissante et libre, riche et compatissante, disciplinée et démocratique. L'Amérique nous a vaincus non seulement par les armes, mais par l'exemple. Ils nous ont montré que l'avenir n'appartenait pas à la force brute, mais à l'abondance partagée. L'Allemagne devra apprendre cette leçon ou disparaître de l'histoire. » L'expérience des prisonniers de guerre allemands aux États-Unis reste l'un des chapitres les plus extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale. Non pas une histoire de camp de la mort ou de travail forcé, mais une démonstration tranquille de la façon dont la réalité observable peut démolir l'idéologie la plus fermement enracinée. Les prisonniers arrivèrent en Amérique en tant que nazis dévoués. Ils repartirent en tant que témoins involontaires de la supériorité de la démocratie libérale. Leur transformation silencieuse préfigura la renaissance de l'Allemagne d'après-guerre et établit les fondations de l'ordre mondial qui émergerait des cendres de la guerre. Au final, la plus grande victoire de l'Amérique ne fut pas sur le champ de bataille, mais dans les camps de prisonniers, où la preuve accablante de la prospérité démocratique accomplit ce que les armées ne pouvaient pas, la transformation complète des esprits ennemis.